Et comment ça va? En 1990, Christopher impressionne tous les professeurs de l'école en terminant en quelques heures un test qu'Einstein avait mis 3 jours à compléter. Sa sœur aînée, Michelle, remarque qu'il pourrait entrer à l'université plus tôt, mais il n'en est pas sûr. En sortant, un soldat remarque que Christopher a un robot de dessin animé sur son t-shirt et le réprimande, lui rappelant que la guerre approche. Le robot sur le t-shirt est Cosmo, le protagoniste d'un dessin animé populaire. Cependant, comme le sentiment anti-robot grandit dans le pays, l'émission est annulée. Les robots ont été développés pour la première fois par Walt Disney pour ses parcs en 1955 et plus tard ont commencé à être produits en masse, devenant la principale force de travail mondiale. Pendant des années, ils ont travaillé sans problème, mais ont fini par se lasser et se rebeller. Les robots ont exigé leurs propres droits et organisé des manifestations dans le monde entier menées par Monsieur Peanut, mais les débats n'ont pas avancé et une guerre a bientôt éclaté entre humains. Toute personne gardant un robot chez elle était considérée comme traître. La guerre ne se passait pas bien pour les humains. Et le sergent John est apparu à la télévision pour expliquer pourquoi. Les robots ne mangent pas mon pas, ne dorment pas et ne clignent pas des yeux. Pendant 2 ans, l'humanité a continué à se battre, seulement pour perdre à plusieurs reprises. Un jour, le fondateur de Centre Technologie, Ethan, a inventé le Neurocaster, un dispositif qui connecte l'esprit humain à des corps de drones. Désormais, les humains pouvaient lutter contre l'armée de robots sur un pied d'égalité et, en seulement 2 semaines, la guerre s'est terminée. Les humains ont gagné et le colonel Bradbury a été nommé le grand héros. Peanut a rencontré Clinton et Ethan pour signer le traité de reddition, tandis que plus de 6000 robots ont été emprisonnés dans la zone d'exclusion du désert. Quelque temps plus tard, Ethan a lancé une version plus petite du Neurocaster pour un usage domestique. Ce modèle permettait aux gens de diviser leur esprit pour travailler et se divertir en même temps. En 1994, Michelle était chez elle essayant d'enlever son bracelet électronique, mais elle a dû cacher ses outils lorsque Ted est entré en utilisant un Neurocaster. Il l'a réprimandée pour son comportement et lui a rappelé que, même si elle s'était enfuie de tous les foyers d'accueil précédents, il ne permettrait pas cela maintenant. Michelle a répondu en montrant la pile d'objets qu'il accumulait, rappelant que ramasser des objets de la zone d'exclusion était illégal. Ensuite, elle est allée en cours, où l'enseignante était présente via une combinaison Neurocaster. Tous les élèves ont été obligés de mettre leur casque et lorsque Michelle a refusé, elle a été envoyée chez la directrice. La directrice a noté dans le dossier de Michelle qu'elle avait perdu toute sa famille et a supposé que c'était à cause de la guerre, mais Michelle a dû préciser qu'en réalité, c'était un accident de voiture. La directrice a alors expliqué que la neurothérapie pourrait l'aider à oublier pendant quelques heures. Cela a rappelé à Michelle un souvenir où elle jouait sur la plage avec son frère. Ce jour-là, il a eu une crise de panique et elle l'a réconforté. Cependant, Michelle a toujours refusé de mettre le casque et est rentrée chez elle. Cette nuit-là, elle a rêvé de l'accident de voiture qui a tué sa famille. Elle s'était réveillée à l'hôpital et un médecin l'observait, mais elle n'arrivait pas à se souvenir de son visage. Dans le présent, Michelle s'est réveillée effrayée par un bruit dehors. En regardant par la fenêtre, elle a vu une ombre bouger dans son jardin, alors elle a pris une lampe de poche et est sortie pour vérifier. Soudain, elle a vu un œil se refléter dans une bouteille avant que la table ne tombe. Effrayée, elle est rentrée dans la maison et a couru se cacher sous le lit. L'intrus était un robot et a facilement soulevé le lit, la regardant avec le visage de Cosmo. Michelle a couru vers le coin de la chambre et a essayé de communiquer avec Cosmo, qui a fait quelques gestes indiquant qu'il la cherchait. Ce robot ne pouvait pas parler et a ouvert sa propre tête pour que Michelle répare son circuit vocal. Malheureusement, il n'avait que quelques phrases préenregistrées, alors Cosmo prend une photo des frères et sœurs et pointe du doigt entre lui et Christopher, laissant entendre qu'ils sont la même personne. Michelle ne le croit pas et arrache la photo de ses bras, le faisant tomber contre les étagères. Le bruit réveille Ted qui entre dans la chambre et trouve Cosmo. Il blâme Michelle pour cela et lui crie dessus, déclenchant une bagarre qui se termine par Ted la poussant contre le robot. Cosmo fait le même geste que Christopher avait l'habitude de faire, convainquant Michelle de son histoire avant de pousser Ted contre le mur. Furieux, Ted attrape un club de golf et tente de frapper Cosmo, qui casse rapidement le club et pousse Ted à nouveau. Cette fois, il finit par saigner et court appeler les urgences avant que Michelle ne l'électrocute avec un taser jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ensuite, Michelle et Cosmo prennent la voiture de Ted et le robot retire facilement le bracelet électronique de sa cheville. Michelle ne sait pas conduire, mais elle improvise lorsque Ted les poursuit en utilisant le Neurocaster. La voiture le renverse et le duo parvient à s'enfuir. Le lendemain matin, la voiture s'arrête au milieu de la route à cause d'un pneu crevé. Michelle vérifie le coffre pour prendre la roue de secours, mais elle est aussi abîmée. Elle commence à poser plein de questions à Cosmo. Alors il explique que Christopher est vivant quelque part et le contrôle à distance. Lorsque Michelle demande comment retrouver son frère, Cosmo pointe le logo de Centre sur un panneau. Utilisant une canette de soda et d'autres gestes, Cosmo mentionne un docteur à lunettes et Michelle se souvient de s'être réveillée après l'accident. Maintenant,
Elle se rappelle le visage du docteur Amers et comment il a dit que Christopher était mort à l'hôpital. Michel prend une carte et Cosmo pointe un endroit au milieu de la zone d'exclusion. Ils ont besoin d'un plan pour entrer dans un endroit aussi dangereux. Michel se souvient de toutes les choses illégales que Ted achetait. Dans le coffre de la voiture, il y a une boîte avec l'adresse de la boîte postale de l'expéditeur au Nouveau-Mexique. Alors il décide de chercher cette personne qui pourrait savoir comment entrer dans la zone. Le duo se cache dans un train pour la moitié du voyage et continue le reste à pied. En fin d'après-midi, Michel s'arrête dans un magasin pour acheter de la nourriture et en sortant, voit un camion approcher. Elle tire Cosmo dans une ruelle pour se cacher. Le conducteur est John qui ouvre la boîte postale que le duo cherchait et en sort une liasse d'argent. Peu après, un homme apparaît dans son Eurocaster pour acheter une arme. Soudain, le client retourne l'arme contre John et menace de tirer, mais est frappé par un choc électrique qui désactive son Eurocaster. Le responsable est Herman, le robot partenaire de John qui l'aide à charger la machine tombée. Pendant qu'ils discutent de la façon de la démonter, Michel et Cosmo se cachent à l'arrière du camion. Pendant ce temps, Bradbury trouve la voiture abandonnée de Ted. Le lendemain, le camion arrive à une ancienne mine près de la zone d'exclusion. John et Herman transportent leurs dernières acquisitions à l'intérieur sans remarquer que Michel et Cosmo sont cachés dans une boîte. Alors que John et Herman discutent de câbles manquants, Michel tente de profiter de la distraction pour se déplacer sans être vu. Mais Cosmo active accidentellement un poisson jouet qui chante, révélant leur position. Lorsque John et Herman les encerclent, Michel explique qu'elle veut juste un guide pour entrer dans la zone d'exclusion, mais John pense qu'elle est folle. À ce moment, l'ascenseur monte et John conclut que quelqu'un l'a suivi. Alors tout le monde se cache. Lorsque l'ascenseur redescend, il révèle Bradbury. Il annonce que cet endroit est désormais sous la juridiction de la force opérationnelle de désactivation des robots. Bradbury ordonne à John et Michel de sortir les mains en l'air. John tente de prétendre que Michel est sa sœur, mais Bradbury la reconnaît et dit qu'elle est en état d'arrestation. Herman tente de frapper Bradbury avec son rayon électrique. Mais Bradbury s'en aperçoit et utilise John comme bouclier. Puis il ouvre le feu, détruisant une bonne partie de l'endroit pendant que tout le monde court se cacher à nouveau. Lorsqu'il coince les robots, Michel apparaît et frappe son bras avec un extincteur, mais Bradbury lui prend rapidement l'objet et le détruit. Alors que la pièce se remplit de fumée, Michel tape dans ses mains pour éteindre les lumières. Soudain, les poissons décoratifs recommencent à chanter et distraient Bradbury, donnant à John la chance de lui tirer dans le dos. Cependant, les balles ne font rien contre le corps du Eurocaster et Bradbury détruit l'arme avant d'attraper John par le cou. Voulant le sauver, Michel et Cosmo se rendent. Après avoir jeté John au loin, Bradbury commence à marcher vers le duo. Bradbury explique que Cosmo est marqué pour la désactivation. À ce moment, Herman fait tomber une énorme pince de grue sur Bradbury et le capture. Tout le groupe saute dans un wagon de mine pour s'enfuir, mais John met trop de temps à trouver la bonne clé et Bradbury gagne du temps pour s'échapper. Il tire sur le wagon pour le renverser et tente de toucher Cosmo aussi, mais Herman le désarme une fois de plus et maintenant les deux robots commencent à se battre contre lui. Michel trouve un tracteur et coince Bradbury contre le mur avec, faisant tomber quelques pierres qui l'ensevelissent aux Ulysses aussi. La mine commence à s'effondrer lentement. Alors, le groupe doit courir pour se sauver. Voir sa maison détruite fait hurler John de frustration et il blâme Michel d'avoir tout gâché. Cependant, il est interrompu par des bruits étranges à proximité. Tous courent se cacher dans une grotte et observent des robots ferrailleurs rôder sur les lieux à la recherche de pièces pour se réparer. Lorsque John voit une opportunité, il sort et détruit l'un des robots pour réussir à entrer dans son garage. Là, il garde une camionnette et une énorme combinaison qu'Herman utilise pour devenir plus grand. Après beaucoup de discussions, Michel convainc John de l'aider. Quelques minutes plus tard, Michel, John et Cosmo sont dans la camionnette qui est portée par Herman avec la combinaison. Ils entrent dans la zone d'exclusion et Michel voit tous les robots détruits au sol. Pendant le voyage, John raconte l'histoire de sa rencontre avec Herman. Pendant la guerre, l'équipe de John a perdu une bataille et a été encerclée par les ennemis. Les soldats devaient être exécutés par les robots, mais Herman a vu John pleurer et l'a sauvé à la place. Quelques jours plus tard, les drones de centre les ont trouvés et n'ont pas voulu écouter John quand il a essayé d'expliquer qu'Herman était gentil, alors les deux ont dû fuir pour ne pas être tués. Pendant ce temps, Ethan utilise son Eurocaster pour revivre un souvenir avec sa mère décédée. L'appareil commence à présenter des défaillances et il doit l'éteindre. Furieux, il crie sur ses scientifiques et exige de savoir ce qui se passe avec les systèmes de l'entreprise. Les hommes révèlent alors que Christopher s'est échappé. S'ils ne le trouvent pas d'ici vendredi, toute l'entreprise s'effondrera. Désespéré, Ethan rencontre plus tard Bradbury dans le monde virtuel. Il sait que Cosmo est sur la liste des cibles de Bradbury et propose un marché. Au lieu de livrer Cosmo aux autorités,
Ethan veut qu'il soit emmené dans son entreprise. Dans la mine, le neurocaster de Bradbury est réactivé. Dans le désert, le groupe discute de l'idée d'entrer dans un centre commercial abandonné pour chercher de la nourriture. Un robot les voit et lance un réfrigérateur contre eux, brisant le pare-brise de la camionnette. Herman tente de fuir, mais l'ennemi continue d'attaquer et le fait tomber. La camionnette se renverse et le groupe est immédiatement encerclé par des robots qui les capturent et les emmènent à l'intérieur du centre commercial. Il y a toute une société de robots là-bas, des modèles de divertissement aux appareils électroménagers courants. Dehors, il y a même un robot géant qui observe par la fenêtre. Mr. Peanut apparaît et s'excuse de les avoir capturés, expliquant que les robots pensaient qu'ils étaient des pillards dangereux. Lorsque Michel raconte sa situation, Peanut révèle que le docteur Amherst a visité cet endroit une fois et qu'il a un doctorat en interaction humain-machine. Peanut a fini par expulser le docteur rapidement, donc il ne sait pas où il est maintenant. Michel veut sortir pour continuer ses recherches, mais John lui rappelle à quel point la nuit est dangereuse et parvient à la convaincre d'attendre le matin. En privé, Michel se souvient du dernier Noël avec Christopher et de l'avoir si peu vu après son départ pour l'université. Le souvenir la fait pleurer et Cosmo la réconforte avant de mettre le dessin animé que les frères et sœurs avaient l'habitude de regarder ensemble. Bientôt, plusieurs autres robots se joignent à la séance, ce qui attire l'attention de Peanut. Plus tard, après que tout le monde se soit endormi, ils sont soudainement réveillés par un robot facteur demandant Christopher. Cosmo lève la main et le robot remet une carte postale qu'Amherst a laissée pour lui. Sur la carte, il y a une adresse et une note disant qu'Amherst l'attendra. Le problème est que cette adresse se trouve sur le territoire des pillards. Donc, ils ne peuvent pas entrer sans plan. Peanut entend tout et leur présente un robot d'entraînement qui tombe en panne en essayant d'expliquer comment lutter contre les pillards. John pense qu'il pourrait être un problème, mais le robot l'impressionne en tirant des balles de baseball à grande vitesse. Le matin, Bradbury arrive dans la zone d'exclusion et observe le centre commercial de loin, remarquant que le groupe part dans la voiture de Peanut. Ils passent toute la journée à conduire et à la tombée de la nuit, arrivent enfin à un parc d'attractions abandonné où l'adresse devrait être. Michel voit des lumières allumées dans l'une des attractions et conclut que quelqu'un doit être dans les parages. Soudain, une énorme tête de clown s'active et des robots effrayants commencent à apparaître autour des héros. Le groupe commence immédiatement à courir, tout en tirant sur tout ennemi qui s'approche trop. Peanut tente de communiquer avec eux, mais les robots effrayants ne savent que grogner. Le groupe arrive au bâtiment avec les lumières allumées, seulement pour découvrir que les portes sont fausses. Les robots sont de plus en plus proches et ils ne savent pas quoi faire. Soudain, d'autres lumières s'allument autour du parc et une musique commence à jouer dans les haut-parleurs, tandis que des statues crachent des flammes. Les robots reculent effrayés avant qu'une porte secrète ne s'ouvre au-dessus du groupe, les faisant glisser dans un tunnel caché. Dans une salle souterraine, ils trouvent enfin Amherst qui est excité de voir la carte postale dans la main de Cosmo. Michel le pousse immédiatement et exige des informations sur Christopher. Alors, Amherst révèle que le garçon est dans les laboratoires de centre à Seattle. Après l'accident, Christopher a passé quelques examens de routine et la machine IRM a alerté l'hôpital qu'il était spécial. Il était exactement ce dont ils avaient besoin pour gagner la guerre, alors le docteur a laissé Centre l'emmener et a menti à Michel sur sa mort. Amherst active maintenant un ordinateur qui affiche une vidéo d'une expérience. Christopher était dans le coma et il pensait que c'était permanent. Alors ils ont connecté son cerveau au réseau Neurocaster pour le faire fonctionner. Amherst n'en est pas fier mais croit que c'était nécessaire pour sauver le monde et soutient que Christopher serait mort dans son lit s'il ne l'avait pas emmené. 13 mois après le début de l'expérience, Christopher s'est réveillé et Amherst a voulu le déconnecter. Mais Ethan a refusé et a menacé de le tuer s'il essayait. Le docteur a décidé de fuir, mais avant de partir, il a établi une petite connexion entre Christopher et le réseau externe. Il lui a aussi donné l'emplacement du centre commercial pour qu'il puisse trouver une nouvelle famille parmi les robots. Michel fait remarquer que Christopher avait déjà une famille et John donne un coup de poing à Amherst pour elle. À ce moment, Bradbury apparaît dehors et tire sur l'entrée pour accéder au tunnel. Il glisse à l'intérieur et trouve la pièce vide. Les lumières s'éteignent soudainement et Peanut attaque Bradbury par derrière, le jetant contre une grille électrique. Il laisse tomber son arme, mais parvient à repousser Peanut et à récupérer. Une bagarre commence et Peanut révèle une épée cachée dans sa canne. Mais Bradbury est encore plus fort et le domine facilement. Le reste du groupe essaie de sortir discrètement, mais se fiche sur place en entendant un bruit. Un tas de soldats Neurocaster apparaît dans les airs.
Ils atterrissent autour des héros en exigeant qu'ils se rendent. Le robot d'entraînement commence à lancer des balles avec tant de force qu'il parvient à briser quelques casques. Ethan voit tout via les caméras et ordonne aux soldats de capturer Cosmo en tuant tous les autres si nécessaire. Cosmo lance une balle pour distraire un soldat et Michel apparaît derrière lui en tirant de la peinture jusqu'à ce que son hélice tombe en panne et qu'il heurte le plafond. Lorsqu'un deuxième soldat tente de la capturer, Amherst lui tire dessus et dit au duo qu'il connaît une sortie. John et les autres robots continuent de lutter contre le reste de la troupe, les battant avec des armes improvisées. Dans la salle souterraine, Bradbury arrache le chapeau de Peanut et dit qu'il a rompu le traité, donc ce qui arrive à sa famille est de sa faute. Au même moment, plusieurs soldats arrivent au centre commercial. Alors Bradbury sort et commence à tirer sur les attractions au hasard. Amherst dit à ses amis de fuir avant de sortir pour essayer de convaincre Bradbury, le mettant au défi de tirer. Bradbury hésite à tuer un autre humain, alors Ethan prend le contrôle d'un Neurocaster et tire sur Amherst. Le docteur tombe sur les décombres et meurt lorsqu'une barre de métal le transperce, laissant Bradbury reconsidérer sa morale. Michel et Cosmo tentent de fuir, mais sont encerclés par des soldats. L'un d'eux tient Michel, tandis que l'autre attrape Cosmo et commence à s'envoler. Bradbury tire sur le néolacère qui tenait Michel et lui dit de rentrer chez elle avant de s'envoler aussi. Le lendemain matin, le groupe retourne au centre commercial et le trouve en ruine, avec la plupart des robots détruits. Pendant ce temps, Cosmo est emmené au laboratoire de centre pour être réuni avec le corps de Christopher. Lorsque Ethan le connecte au système, Bradbury réalise qu'il a été dupé et que Cosmo n'est pas seulement un robot. Alors il devient furieux d'avoir été envoyé chasser un garçon. Ethan rappelle que cet enfant l'a aidé à gagner la guerre. Ethan affirme que des sacrifices sont nécessaires pour l'évolution d'une espèce. De retour au centre commercial, John dit à Michel qu'elle ne doit pas abandonner et qu'il l'aidera si elle décide de continuer à se battre. Michel vérifie alors l'ordinateur d'Amherst et confirme qu'il contient les codes pour sortir de la zone d'exclusion et l'emplacement du laboratoire de Seattle. L'ordinateur explique aussi que s'il déconnecte Christopher, tout le système Neurocaster et l'entreprise elle-même s'effondreront. À ce moment, Peanut revient et rappelle à Michel qu'elle a signé un traité pour garantir la paix, mais elle le fait changer d'avis en soulignant que l'attaque du centre commercial signifie que le traité ne vaut plus rien. Utilisant plusieurs camions abandonnés, John, Michel et tous les robots survivants quittent le désert et se dirigent vers Seattle. Herman trouve même une nouvelle combinaison géante et commence à lancer des objets sur les laboratoires de centre, fissurant leurs fenêtres. Ethan envoie immédiatement tous ses soldats dehors, alors Herman et John commencent à courir pour les attirer, créant une brèche pour que Michel et l'ordinateur d'Amherst entrent dans le bâtiment. John tire sur les soldats qui arrivent, tandis qu'Herman les écrase avec ses mains énormes. Cependant, l'un des Neurocasters s'autodétruit et renverse la combinaison d'Herman. Lorsqu'un soldat attaque John, Herman révèle qu'il a une deuxième combinaison à l'intérieur de la première et sauve son ami pour qu'il puisse continuer à fuir. Lorsque la force opérationnelle s'éloigne suffisamment, le reste des robots entre aussi dans la lutte, ce que Bradbury voit sur les caméras. Furieux, Ethan court à son bureau pour mettre un casque secret qui lui permet de contrôler un Neurocaster spécial et rejoint la bataille, renversant la plupart des robots avec facilité. Dans le laboratoire principal, l'ordinateur d'Amherst fait semblant d'être un robot violent et fou pour effrayer les scientifiques et les faire fuir. Michel confirme que son frère est toujours en vie, mais pour lui parler, elle aura besoin d'un Neurocaster. Au même moment, Bradbury sort et dit à Peanut où trouver Ethan, commentant qu'il a enfin trouvé quelqu'un de moins humain qu'un robot. Puis il déconnecte son Neurocaster, abandonnant la guerre pour de bon. Lorsque Michel met le casque, elle se voit dans le souvenir du dernier Noël avec son frère. Elle dit à Christopher qu'elle veut le sauver, mais il explique que son corps est ses faibles et que le déconnecter le tuera de toute façon. Il ne veut pas vivre éternellement ainsi, alors il demande à sa sœur de le faire quand même. Pendant ce temps, la combinaison finale d'Herman, la petite, est également blessée et John court l'aider, mais il est déjà trop tard. À ce moment, Ethan est trouvé par Peanut, qui dit vouloir renégocier le traité. Au laboratoire, Michel refuse de déconnecter son frère parce qu'elle ne veut pas le perdre à nouveau. Christopher insiste sur le fait qu'il ne ressent rien depuis des années et qu'il ne peut pas être sauvé, mais rappelle que ses amis ont encore besoin d'aide. Après beaucoup de larmes, Michel fait ses adieux et revient dans le monde réel pour l'éteindre. Tous les Neurocasters tombent instantanément et les robots célèbrent la victoire. John est encore triste pour Herman, mais soudain, sa tête s'ouvre, révélant un petit robot à l'intérieur. Le chaos s'empare du monde lorsque les ordinateurs s'arrêtent. Les nouvelles couvrent les expériences de centre et Ethan est arrêté, tandis qu'on exige la fin de la zone d'exclusion. John et les robots aident Michel à enregistrer une vidéo demandant aux gens de profiter à nouveau du monde. Pendant ce temps, Cosmo est jeté à la poubelle, mais sa tête bouge, terminant ainsi The Electric State, film de science-fiction et d'aventure de 2025, et je vous attends dans la prochaine vidéo.